Tierno Aliou est né à Dongol-Tirnoya, une localité située dans la banlieue de la baie, à environ 3 km du centre-ville actuel. C'est là-bas qu'il débuta ses études auprès de son père qui lui apprit le Coran. Puis son père le confia à son cousin Cheikh Abdoulaye qui était un des enseignants les plus qualifiés de l'époque. Ce dernier lui apprit les bases de la foi, de la jurisprudence islamique, de la langue et de la grammaire arabe. Quand le maître jugea que Tierno Aliou avait atteint le même niveau intellectuel que lui, il l'autorisa à se rendre auprès de l'enseignant emblématique Cheikh Boubacar Poti qui résidait à Dimbin, une autre localité de la banlieue de la baie. Chez ce dernier, Tierno Aliou reçut des enseignements plus poussés comme les livres les plus prestigieux de la grammaire arabe. Quand ce maître jugea à son tour que Tierno Aliou avait atteint le même niveau intellectuel que lui, il l'autorisa à se rendre auprès de Cheikh Abdourahmane Sombili qui, de ce fait, devint son troisième maître religieux sans compter son père. Tierno Aliou demeura chez ce nouveau maître. Il atteignit les niveaux les plus hauts des études islamiques. Une fois sa formation terminée, Tierno Aliou revint à la baie. Sa notoriété grandit et sa réputation s'étendit à tout le Fouta Djallon. Le chef de la baie d'alors, Alpha Ibrahima, recevait régulièrement des maîtres religieux mauritaniens et des notables chérifiens qui ne comprenaient que la langue arabe. À chaque fois qu'il recevait ce genre d'hôte, le roi faisait appel à Tierno Aliou pour servir d'interprète. La clarté et la facilité avec lesquelles Tierno Aliou s'exprimait en arabe séduisaient tellement ces étrangers qu'une fois, l'un d'eux lui fit cadeau d'un bournous. Un jour, le roi du Fouta Djallon reçut, en provenance des pays arabes, un courrier porteur d'une information urgente. Le roi rassembla chez lui tous les maîtres coraniques du royaume. Ils se consultèrent entre eux et désignèrent les maîtres de la baie pour lire la lettre. Ceux-ci, à leur tour, choisirent Cheikh Abdourahmane Sombili. Ce dernier demanda à son étudiant Tierno Aliou de faire la lecture. Il la lut avec une éloquence et une précision qui émerveillèrent toute l'assemblée. Alpha Ibrahima, le chef de la baie, le nomma, après cela, premier référent des affaires religieuses et des avis juridiques. Il assuma pleinement cette mission pour toute la chefferie, ce qui augmenta plus encore sa notoriété. Tierno Aliou se maria à la fleur de l'âge à la fille de son oncle paternel Abdourahmane, un religieux qui résidait à la localité de Boubandiam. Quand ce dernier sentit que sa mort était proche, il légua à son gendre Tierno Aliou toute sa fortune et tous ses biens, qui comprenaient des terres et des maisons. C'est à cause de cela que Tierno Aliou quitta la baie pour s'installer à Boubandiam vers l'an 1874. Il y passa 24 ans de sa vie. C'est pendant ces années de vie à Boubandiam que son surnom, Tierno Aliou Mo Boubandiam, c'est-à-dire Tierno Aliou de Boubandiam, devint populaire. Là-bas, il commença par donner des cours de sciences arabes, de toutes parts, des élèves et des étudiants vinrent chez lui. Les familles de la chefferie de la baie envoyaient leurs enfants étudier dans sa prestigieuse école. Toutefois, l'éloignement de Tierno Aliou de la ville ne l'a pas empêché de participer aux activités sociales de la chefferie de la baie, voire de tout le royaume du Fouta Djallon. Il effectuait souvent des voyages en Haute-Guinée, en Basse-Guinée et dans la province de Gabou, en Guinée-Bissau, pour faire du commerce ou assurer des missions administratives, en accord avec les chefs religieux et politiques. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, Tierno Aliou ne s'était pas contenté des nombreux dons qu'on lui apportait en tant que maître coranique. Il avait deux autres métiers, le commerce et l'agriculture. Il donnait systématiquement aux pauvres, aux voyageurs et aux étrangers tout ce qu'il recevait comme dons et cadeaux. La dépense de sa famille et celle de ses disciples provenaient exclusivement de ses activités commerciales et agricoles.
C'est avec ses moyens modestes qu'il passa toute sa vie. Au sein des lettrés de tout le royaume du Fouta Djallon, Tierno Aliou Boubendiam occupait une place importante, et ce, sur tous les plans, intellectuels, religieux, culturel, administratif et social. En 1878, après la mort du chef de la baie, Alpha Ibrahima qui l'avait nommé référent judiciaire, Tierno Aliou resta à son poste jusqu'à l'arrivée au pouvoir du fils du dit chef, Alpha Yahya, en 1892. Le nouveau chef suivit les traces de son père. Il renouvela les bonnes relations qui existaient entre Tierno Aliou et son père Alpha Ibrahima. Il le traita comme un consultant respectable pour toutes les affaires religieuses et tous les avis juridiques. Comme Cheikh Mouhamadou était l'imam et le chef de sa tribu, son fils Tierno Aliou fut, à sa mort, son héritier et devint à la fois imam de la baie et chef de toute sa tribu. Dès lors, sa présence à la baie, capitale de la province, devint indispensable. Il commença à faire des allers-retours entre Boubendiam et la capitale la baie, passant une partie de son temps ici et l'autre partie là. Et ce d'autant plus qu'Alpha Yahya, chef de la baie, lui avait confié tout le pouvoir judiciaire et comptait entièrement et exclusivement sur lui. Par exemple, si un jugement était rendu à Kadé, la deuxième capitale de la province de la baie, Alpha Yahya ne l'entérinait qu'après consultation et approbation de Tierno Aliou. Vers l'an 1898, Tierno Aliou quitta Boubendiam pour Manda, une localité située à environ 75 km de la baie. Il y retrouva son oncle maternel qui le maria à sa fille. Tierno Aliou s'y installa aux côtés de son oncle. À la mort de ce dernier, Alpha Yahya le nomma juge en chef de Manda et de Koléa. Tierno Aliou était également le chef de toutes les localités où vivent les gens de sa tribu Ourourbé, Dosaré, Labé, Koléa, Manda, Manda Saran, Souma, Fetouyambi et Oundoudi. Il construisit une mosquée à Manda et réserva sa nouvelle demeure qui s'y trouvait pour ses retraites spirituelles. Tierno Aliou assuma son rôle de juge avec honnêteté et transparence jusqu'à l'arrivée des Français au Fouta Djallon. Ces derniers le laissèrent à son poste. Ce récit est un extrait du livre Le 10 Mahomet, novembre le joyau des 1912, vertueux, au paru moment aux où le éditions gouverneur L'Harmattan. général décida de nommer, dans chaque circonscription, un juge local pour seconder le juge français, Tierno Aliou fut nommé président du tribunal de la baie. Il resta à ce poste jusqu'en 1914, il démissionna. En 1912, l'administrateur français de la baie procéda à une réorganisation administrative et découpa la province de la baie en 22 districts. Tierno Aliou fut nommé chef du district de Dongora. Il voulut refuser la nomination, mais ses amis lui conseillèrent de ne pas refuser et d'éviter de tomber dans ce piège tendu par ses ennemis à cette époque où le gouvernement français surveillait Tierno Aliou à la loupe, car il leur avait été rapporté qu'il n'aimait pas les Français. C'était également à cette époque que les Français avaient arrêté beaucoup de maîtres coraniques célèbres comme Karamoko Sankoun de Touba et Tierno Aliou de Gomba et Cheikh Amadou Bamba du Sénégal. Compte tenu de tout ceci, Tierno Aliou accepta la nomination à contre-cœur. Durant les 3 ans qu'il assuma cette fonction, sa notoriété d'homme pieux et détourné des plaisirs du monde matériel se confirma auprès des gens. En janvier 1916, il força le gouverneur français à accepter sa démission de ce poste qu'il n'appréciait point. À partir de là, Tierno Aliou s'installa dans sa demeure à la baie et se consacra à l'enseignement des gens et à l'éducation des musulmans qui lui venaient de toutes parts. L'écrivain français Paul Marty, dans son livre L'Islam en Guinée, parle longuement du rôle prépondérant que jouait Tierno Aliou Boubendiam ainsi que de son prestige auprès des gens de son époque. Tierno Aliou mourut le 23 mars 1927 à l'âge de 80 ans environ, laissant derrière lui 3 épouses, 7 fils et 10 filles.
D'argent, il ne laissa pour héritage que 80 francs. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan.